Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Pas de souci? Très bien. Si à un moment on perd le contact, vous me faites signe. Donc, voilà, j'ai été présenté suffisamment, effectivement, pédagogue. Pédagogue, on ne me l'avait pas encore fait, mais c'est très bien. Ça correspond à l'ère du temps, un tout petit peu, où la pédagogie rencontre plus que jamais la technologie. On sait bien ce qui se passe avec ceux qu'on appelle les jeunes. Je me prétends encore jeune parce que je me débrouille pas mal non plus. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je suis plus habitué à des interventions sur les nouvelles méthodes de travail des étudiants, des enseignants dans un univers numérique, je dirais, Web 2.0, si ça vous dit quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a un an ou deux, avec des collègues de l'IPM, qui lui aussi, IPM, ça veut dire Institut de pédagogie universitaire et des multimédias. Ce qui montre bien que dans cet institut, on essaie vraiment d'associer le mieux possible. Moi, je ne suis absolument pas porte-bannière des technologies. Parfois, ça m'arrive de dire « je hais les technologies », mais malgré tout, on devine chacun qu'il y a vraiment du potentiel dans ces outils-là et que l'outil n'y peut vraiment rien, c'est vraiment une question d'usage des enseignants et des étudiants. Alors, construire un dispositif de formation, j'ai beaucoup hésité en disant construire un projet de formation, dans le sens que la formation n'est qu'un projet parmi d'autres. Dans le sens qu'on peut avoir un projet de vacances, un voisin vous dit mon petit-fils a des problèmes en maths, est-ce que tu veux t'en occuper? Tout ça, c'est des projets qui sont plus ou moins de formation. Alors, je ne vais pas faire de l'ingénierie pédagogique, vraiment l'art de l'ingénieur qui fait de la construction du projet. Je vais plutôt, et c'est risqué, essayer de vous donner des éléments qui ne sont pas tellement là pour dire comment je vais faire dans l'action exactement, mais qui sont comme des fils rouges quelque part. Des fils rouges qui empêchent de se perdre dans toutes sortes d'histoires que l'on met en place, dont on contrôle assez mal les effets, dont on ne sait pas toujours bien les utiliser, etc. Donc, c'est un peu le sens de cette intervention initiale, de donner des fils rouges, finalement, par rapport à cette histoire-là, dispositif de formation. Alors, les dispositifs de formation, ça commence, vous le savez bien, par différentes phases. Ici, j'en ai repris 4. Mais si vous avez la curiosité d'aller voir sur le site web, vous verrez que les gens ont décomposé certaines étapes. On oublie parfois une. Et donc, n'allez pas croire, je crois que c'est important, qu'en pédagogie, il y a des recettes toutes faites qui permettent de s'assurer que les apprenants vont apprendre. Comme je dis toujours, et c'est un peu vilain peut-être, si on avait de telles recettes et de tels guides, on n'aurait pas dans certaines sections d'études supérieures d'université des résultats comme 30% de réussite. Ça veut donc dire que la véritable solution ne l'a pas. Tout ce qu'on a, c'est des ingrédients, des choses que l'on sait que, un peu comme un alpiniste qui a le fil pour le conduire, pour pas se perdre en chemin, ce qui n'empêche pas que de temps en temps on quitte un peu le chemin. Mais il y a des grandes routes comme ça qu'il est important de connaître. Alors ici, j'ai repris 4 phases. La phase d'analyse, oui, votre voisin dit est-ce que tu peux t'occuper de mon petit-fils et il a des problèmes en maths? Vous n'allez pas commencer à arriver le premier jour en disant je vais t'expliquer les dérivés. Non, vous allez essayer de savoir qu'est-ce qu'il étudie, les difficultés exactes qu'il a, la méthode pédagogique qu'on utilise dans son école. Donc il y a vraiment toute une phase d'analyse
Et une fois que le problème est défini, parce qu'à l'école, on nous donne des problèmes. Vous voyez, on dit résolvez tel problème, et voilà, on applique la théorie, on résout. Dans la vie, ça n'existe pas. Les problèmes ne sont pas définis. Il y a des gens qui vont venir vous trouver en disant vous savez, dans mes classes depuis quelque temps, ça va pas bien. Un peu comme quand on va chez le médecin. On dit je suis pas très bien ce temps-ci, docteur. Mais la définition du problème est déjà une partie intégrante du projet de formation. D'accord? Et ça, il faut faire attention. On a l'impression qu'il y a des exercices et qu'à l'école, on va nous apprendre des solutions, on va appliquer les solutions et ça va marcher. La deuxième partie est correcte, la première est plus compliquée. Quel est le problème? Et une fois que le problème est défini, on va imaginer. Et là, c'est l'ouverture. On va imaginer toutes sortes de solutions et généralement, on va s'exprimer en disant on pourrait faire ça. Ah oui, tu as raison, on pourrait aussi. Et là, on est dans la phase d'imagination. Et une fois qu'on a bien établi tout ça, et c'est une partie de votre travail, cette phase d'imagination, on va mettre en pratique. Voilà, on va faire les exercices, accompagner, former. Et puis, la formation est finie. Et à ce moment-là, il y a le temps d'arrêt, où on regarde en arrière le chemin parcouru, et on dit, c'est vrai, j'ai fait ça à tel moment, et ça a eu telle conséquence sur ma vie. Et donc, on a ça. Alors, quand on montre ça, je vous le dis, je ne fais pas ce qu'il dit qu'il faut faire. Parce que, je vous dis, il y a 4 étapes. Et certains d'entre vous, j'espère pas beaucoup, vont dire, donc il faut faire l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Eh bien, ça ne marche pas comme ça non plus. En fait, tout au long du projet, vous allez faire, comme la valse à 4 temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parce que quand vous serez dans la pratique, vous allez dire, bon Dieu, je n'avais pas pensé dans ma phase de problématisation à telle chose. Et donc, on est plus dans une systémique, avec les 4 phases, qui vont interagir à certains moments et qui ne présentent pas un cheminement complètement défini. Encore une fois, c'est un repère, c'est un guide. Voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit quelque part, c'est ça, méfiez-vous des livres, méfiez-vous de mon livre, qui dit chapitre 1, les objectifs, chapitre 2, les méthodes, chapitre 3, l'évaluation. Qu'est-ce que vous voulez? Les humains, ils sont linéaires. Ce que je dis maintenant précède ce que je vais dire dans 1 minute et suit ce que j'ai dit il y a 1 minute. Pourtant, dans l'action, on est plus dans quelque chose qui brasse les différents temps. Alors, voilà, on pourrait représenter ça comme ça, le cheminement de l'analyse, de la conception, de la pratique, de l'évaluation, et puis on revient sur l'analyse, etc. C'est systémique, comme on dit, ça veut dire qu'on ne considère pas les différentes parties de la construction du projet séparées dans le temps, mais on sait qu'elles vont interagir ensemble. Ça, c'est un élément. Certains ont même représenté, pour dire cette idée-là, avec des figures un peu impossibles. Vous voyez bien que c'est une figure qui n'est pas possible, parce que, en fonction de ce qu'on regarde, il y a des choses qui viennent devant, derrière. Et donc, oui, on va développer, oui, on va définir, mais tout ça est en interaction. Malgré tout, comme aujourd'hui c'est une conférence, où je vais dire des mots devant les autres et des mots après les premiers, il faut bien que je vous donne un plan. Je ne peux pas commencer à parler de la fin et revenir. Ici, je vais organiser le chemin. D'accord? Le chemin des vacances, quelque part. Mais on sait bien qu'on va louvoyer entre tout ça. Et donc, grosso modo, je vais travailler avec l'analyse des besoins de formation. Entre nous, je dirais ABF, analyse des besoins de formation. On va travailler la question des objectifs. On verra bien comment les mots évoluent. La question des méthodes. La question des outils, parce qu'on parle quand même, quand je vois ici, c'est quand même assez impressionnant. On se croirait chez Apple. Je ne sais pas très bien si vous avez des prix, mais c'est pas mal du tout. Mais les outils, ils sont là, ils sont parmi nous. Il y a des gens qui me disent « Moi, j'aime pas Facebook ». Et moi, je réponds toujours « Mais je m'en fous complètement ». Vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas.
encore une fois, c'est pas parce que vous dites j'aime pas qu'on va tout arrêter. Parfois les gens s'imaginent ça. Je veux pas que mes élèves aillent sur Internet, vous rêvez ou quoi? Et donc la question des outils, on va quand même la traiter. Alors, deux évaluations qu'on confond souvent. Il m'arrive de devoir évaluer des projets à des niveaux nationaux, etc. Et dans beaucoup de projets de formation, on confond l'évaluation des apprenants, enfin l'examen, l'interrogation, mais des points, et l'évaluation du dispositif. Est-ce que ma formation a bien marché? Et les gens me répondent, mais enfin, si les étudiants ont de bons points, c'est que ma formation a bien marché. Or, ce n'est pas vrai. L'évaluation des apprenants, des interros, ce n'est qu'une pièce, une seule pièce, dans l'évaluation complète du dispositif, c'est-à-dire non plus l'évaluation des apprenants, mais l'évaluation de votre action. Se regarder soi-même agir. Et évidemment, à tout moment, il y a une évaluation qui va opérer. Quand vous allez définir les objectifs, vous allez dire est-ce que ces objectifs correspondent bien aux besoins. Quand vous allez mettre en place les méthodes, vous allez vous dire est-ce que les méthodes correspondent bien aux objectifs que je vais attendre. Toutes ces questions, ce sont des questions d'évaluation de cohérence. Cohérence entre objectifs, méthodes, évaluation, etc. Alors, grosso modo, comment ça marche? Il y a des contextes. Alors là, je vous dis aussi, c'est comme ça, on ne peut pas tout faire. Celui qui vous parle, il travaille plutôt avec des enseignants du supérieur et des enseignants du secondaire. Donc l'école primaire, pour moi, c'était il y a très longtemps, quand j'étais tout petit, donc voilà. Mais, vous savez, on parle de la formation toute la vie durant. Et la formation toute la vie durant, c'est pas quand on a 24 ans qu'on a fini l'université. Elle commence quand on a 2, 3 ans, 1 an, parfois, on commence à découvrir. Donc, je pense de nouveau qu'il y a des constantes, des invariants. Et donc, cette question d'objectif. Alors, quand on a les objectifs, c'est-à-dire, voilà où je voudrais aller, tout de suite, vous posez la question de l'évaluation. Dire, je vais développer l'esprit critique des étudiants. Et pour faire ça, je vais leur faire lire des coupures de presse, enfin, peu importe. Tout de suite, dites-vous à quoi vous allez reconnaître que vos apprenants, qu'ils soient profs ou élèves, peu importe, ont atteint l'objectif. Donc, dans la plupart des bouquins sur les projets de formation, on dit, il y a des objectifs, et puis on va mettre en place les méthodes pour atteindre les objectifs, et puis on va évaluer. Mais non, l'évaluation arrive très tôt, au moment où on a déjà défini quelques objectifs. Et à part ça, il y a le cheminement, se dire, si j'évalue mes apprenants ou mes professeurs comme ça, voilà ce que je vais mettre en place pour qu'ils réussissent à atteindre les objectifs. Par exemple, si je dis je veux que mes étudiants soient capables de faire un rapport scientifique, ok, c'est un objectif, je vais tout de suite me poser la question, comment je vais évaluer que c'est un bon rapport scientifique? Il faudra qu'il y ait dans le rapport ceci. Et donc, je vais leur expliquer comment on peut atteindre l'objectif. Important de voir la liaison entre les objectifs et l'évaluation. Si vous saviez, dans les études supérieures, combien de profs arrivent chez moi en disant vous savez, monsieur Lebrun, je veux développer l'esprit critique de mes étudiants. Waouh, quelle bonne idée! Et donc, je vais mettre en place des groupes. Non. Attendez. Les groupes, ça va venir, les travaux. Comment allez-vous savoir qu'un étudiant a développé son esprit critique? Vous voyez, donc la question d'objectif touche très fort à la question des évaluations et à l'explicitation de ce qu'on veut faire. Des schémas sur des modèles de construction de projets de formation, il y en a tant et plus. Ils disent tous à peu près la même chose. Les étudiants qui disent
Mais c'est quand même pas exactement ce que vous avez montré. Hein. Vous avouerez la différence entre ce schéma-ci et celui-là est quand même assez flagrante. Ici, on dirait un circuit électrique avec des composants et des fils qui relient, très compliqué. Mais on retrouve les éléments, le public cible, l'analyse de besoins, les objectifs. Vous voyez développer les objectifs et tout de suite développer les critères de test. Tout de suite penser à l'évaluation dès qu'on a les objectifs et après les méthodes, les ressources, appliquer le dispositif, fabriquer l'évaluation formative ou certificative des étudiants et puis on revient en arrière. Hein. Je symbolise ça comme ça. On regarde le chemin parcouru et on dit comment est-ce que je pourrais améliorer mon dispositif. Le mot dispositif, il est intéressant. Quand on regarde parce que maintenant c'est passé dans le jargon des pédagogues, ils disent dispositif, moi je vais dire dispositif. En fait, un dispositif, ce sont des acteurs, des ressources, des moyens pour atteindre un but. Et alors, à mes étudiants, je dis souvent, qu'est-ce que ça évoque, dispositif? Alors, ils essaient de faire bien, ils disent un système de formation qui permet d'atteindre des objectifs. Alors moi, je les regarde, je dis, un dispositif, qu'est-ce que c'est? Le plan de la bataille de Waterloo. Ben oui, c'est un dispositif pour gagner la guerre. Il y a une finalité. Il va y avoir des ressources, des canons, des bazars à disposer, il va y avoir des acteurs, il va y avoir des activités. Un dispositif, c'est un attrape-souris, c'est un dispositif, à regarder dans le dictionnaire, hein. C'est un dispositif mécanique pour attraper une souris. Un dispositif pédagogique, c'est un dispositif pour favoriser l'apprentissage des étudiants. Alors ici, je n'ai pas pu résister. Si vous tapez dispositif pédagogique dans Google et que vous faites non pas les pages web habituelles, mais que vous cliquez sur images, vous savez, vous allez recevoir des images. Et voilà un peu le bazar qu'on reçoit avec des flèches qui tournent, des éléments. Chacun y va un peu. Ça, c'est pour vous rassurer. Non, c'est pour vous rassurer. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire un dispositif pédagogique. Mais encore une fois, il y a des clés. L'analyse des besoins, les objectifs, comment on va évaluer, la méthode, les ressources, l'évaluation, etc. Alors, voilà la définition quand même plus sérieuse que bataille de Waterloo et attrape-souris. Je dis ça juste pour que, quand vous avez retenu, le reste, c'est pas sûr. Bon. Mais un dispositif, vous voyez, c'est un ensemble cohérent, ça c'est le mot à souligner, cohérent. Les choses vont ensemble. Constituer des ressources, alors des ressources, c'est des pages web, des livres, ce que les étudiants apportent. Hein. On pense souvent, nous formateurs, qu'on doit amener des ressources aux étudiants. Les petits malheureux n'ont rien. Vous rêvez, ils ont des revues, ils ont des gazettes, ils regardent la télévision, donc ils peuvent amener des choses, vous le savez bien. Des méthodes. Alors tout de suite, je vous dis, le mot méthode, vous savez ce qu'il veut dire. Le mot méthode est formé d'un préfixe qui est méta et d'un autre bout qui est ode. Et ode, ça vient d'un mot grec qui est odos, et odos veut dire le chemin. Méthode, ça veut dire le truc qui est au-dessus du chemin et qui va examiner si le parcours est cohérent, etc. Important pour atteindre un but. Et le but du dispositif, c'est, et alors j'aime bien toujours faire ça, c'est de faire apprendre quelque chose à quelqu'un. Phrase qui ne veut rien dire du tout. Moi, je dis à vos formateurs, s'il y a ici des presbytiques, comme on dit, qui confondent l'acte d'enseigner et d'apprendre, c'est note d'exclusion. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, voilà deux exemples de phrases. Maman ou papa à l'école va chercher son enfant. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui?
Est-ce que je peux vous apprendre à rouler à vélo? Mais non, c'est impossible. On ne peut pas faire apprendre à quelqu'un. Tout ce que vous pouvez lui dire, c'est l'enseigner, lui donner des signes de la direction. Mais apprendre, c'est l'individu qui doit le faire. Et il y a une grande confusion dans le vocabulaire français entre enseigner et apprendre. On emploie le mot l'un pour l'autre. Et ça, c'est déjà quelque chose à bien se rendre compte, que vous allez devoir faire preuve d'humilité, parce que vous n'allez pas pouvoir faire apprendre à quelqu'un. Vous allez pouvoir lui donner des chemins, des façons de faire, etc. Mais apprendre, c'est lui qui va devoir le faire. Peut-on faire apprendre quelque chose à quelqu'un? Voilà le sens. Alors, à l'heure actuelle, en particulier dans le supérieur, mais je crois que ça va se généraliser parce que l'apprentissage informel devient, dans certains cas, tout aussi important que l'apprentissage formel. Ça veut dire quoi, ces mots-là? Ça veut dire qu'on apprend des tas de choses en dehors de l'école pour faire rapide. Et les dispositifs hybrides, c'est des dispositifs qui vont mélanger ce qu'on apprend dans nos contacts dans la société et ce qu'on apprend dans des lieux formels de formation et d'apprentissage. Et on a du mal avec ça, parce qu'au XIVe siècle, en Europe, XIIIe parfois, on a inventé des universités, des vieilles universités, Louvain, fondée en 1425, une des plus vieilles universités. Et pourquoi a-t-on fondé des universités? Eh bien, une des raisons, c'est parce que le livre, le bouquin, était rare. On ne pouvait pas, les gens n'avaient pas de livre. Et donc, il fallait réunir les gens dans une même salle pour faire la lecture. Et la compétence à privilégier, c'était la mémorisation. On devait être capable de citer Aristote dans le texte. On est 6 siècles après, on se demande si on a beaucoup bougé. Et pourtant, les ressources, elles sont partout. Donc là, il y a vraiment une question, voilà, vous ressemblez un peu à ça. C'est pas fait exprès, mais... Bon, vous ressemblez quand même un tout petit peu à ça. Je dis ça très gentiment, j'ai un Mac aussi, alors on est au clair. Mais on commence à voir de plus en plus, un peu partout, des cours filmés. Il y en a qui disent, on ne peut quand même pas filmer les cours. Est-ce que les ordinateurs vont remplacer les enseignants? Parfois, il y a des enseignants qui me disent ça, ils meurent de rire. Dites, monsieur Lebrun, il est comme ça. Est-ce que vous pensez que les ordinateurs vont remplacer les enseignants? Alors, je le regarde dans les yeux, c'est mon air mauvais, et je dis, mais oui, bien sûr. Écoutez, si un enseignant pose des questions pareilles, je continue pas. Ça veut dire que si l'enseignement se résume, vous allez dire aujourd'hui, vous faites à l'exposé, vous allez faire des tas d'autres choses sur la journée, mais si l'enseignant se résume à une transmission, à l'exposé, ce que je fais maintenant, vous êtes en train de me filmer, donc vous n'allez plus me faire venir l'année prochaine. Eh bien, si l'enseignant se résume à ça, alors oui, les technologies peuvent vous remplacer. Et donc, beaucoup de personnes pensent à l'hybridation, c'est-à-dire ce mélange d'enseigner et d'apprendre, de méthodes qui sont plus centrées sur l'apprenant, vous savez ce que ça veut dire, des activités pédagogiques, des petits travails en équipe ou en groupe, des études de camp, enfin toutes sortes de choses, des recherches documentaires, pourquoi pas, et des moments d'exposé. Et j'insiste, et des moments. Moi, je suis extrêmement contradictoire. Il y a des gens, je ne sais pas très bien le nombre d'hémisphères cérébraux qu'ils ont, mais ça doit être assez limité, mais qu'ils disent, mais vous vous contredisez tout le temps. Vous venez de faire une sortie pas croyable contre le transmissif, et vous venez nous dire, l'idéal, c'est quand même de mélanger les deux. Ben oui, parce que je pense que l'étudiant, l'élève, il a besoin de phases divergentes, où on discute, on cherche des infos, mais il a besoin aussi de phases convergentes, de repères, de choses stables, etc. Et donc, je résume ma pensée de manière caricaturale. Anciennement, l'enseignement se passait en présence, l'enseignement dans le sens transmissif,
on allait à tel amphi, à telle heure pour écouter tel prof. Et l'apprentissage, on le faisait à la maison. Les travaux, les devoirs et toutes ces choses-là. Et je propose une revision totale de ça. C'est que ce qui est transmissif se passe à la maison. On regarde la télévision, des DVD, etc., ce qui est transmissif. Par contre, on conserve la présence, on se regarde dans les yeux, pour faire des choses plus intéressantes que des exposés, c'est-à-dire des tâches plus interactives, en prenant bien soin que ça n'est pas mauvais, ça n'est pas mauvais, ça c'est pas beau, ça. C'est un ensemble cohérent de tout ça qui va falloir mettre. Ok. L'analyse des besoins de formation. Alors, je vais aller assez vite, sur les 6 points. On m'a donné 3 heures, c'est ça pour... non. 1h30. Alors, je vais aller assez vite, mais ça va vous permettre de vous donner quand même, j'espère, quelques repères. Alors, analyse des besoins de formation. Je vous l'ai dit, il y a des problèmes qui se posent, il faut former les enseignants, les nouvelles technologies sont là. Hier, on en parlait, vous savez que les profs à Louvain, ils sont confrontés à quelque chose qui est tout nouveau, les incivilités. Il paraît, pas ici, ici je vous vois, c'est fantastique, mais dans certains amphis, les étudiants arrivent avec leurs canettes, qui pas un paquet de frites, ils ont des écouteurs, ils rentrent, ils sortent, ils vont discuter, et voilà. Alors les enseignants disent ce qu'il faut faire. Essayer de prendre beaucoup d'intéressant. Et on en est un peu là. Autrement dit, si on ne revoit pas, et on peut discuter de ça pendant des heures, mais si on ne revoit pas les schémas généraux de l'enseignement et de la formation, qui ne sont pas ceux que vous travaillez ici, bien sûr, par les schémas généraux, je crois qu'on va vers le grand clash. Et donc la révolution, elle est très très profonde, parce que on ne peut pas à la fois parler de développer l'esprit critique des étudiants, qui est quand même un moyen d'émancipation fabuleux, et en même temps dire il nous faut avoir des employés modèles qui respectent l'autorité, qui font ci, qui font ça. Et entre les deux, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est une bonne négociation entre les deux pour promouvoir les qualités des formations. Alors l'analyse des besoins, généralement, elle se passe autour de 3 pôles. Alors, le premier pôle, c'est ce que je vous disais tantôt. Tu sais, j'ai quand même un problème. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Mon petit garçon, en maths, ça va vraiment pas. Je ne sais pas ce qui arrive. Et donc, les gens arrivent avec des choses comme un manque, un défaut, un dysfonctionnement. Voilà, je rencontre un problème, ça ne va pas. Et vous allez devoir décoder qu'est-ce qui ne va pas. Encore une fois, l'analogie du médecin est intéressante. Ah, docteur, depuis quelques jours, j'ai toujours mal au thorax, etc. C'est le docteur qui va devoir analyser ces signes d'insatisfaction, de dysfonctionnement, pour dire quel est le problème, et alors essayer de trouver des solutions. Autrement dit, les gens que vous interrogez, on a souvent dans les écoles, les institutions, on dit, avant de mettre une formation, on va faire une analyse des besoins. D'accord? Et on lance une enquête en disant, cher professeur, etc. Vous devez faire ça. Avouez que je parle quand même de choses très concrètes. Mais je ne suis pas en train de me dire qu'il ne faut pas le faire. On se rattrape comme on peut. Voilà. Je suis en train de vous dire que c'est beaucoup plus compliqué. On croit qu'il suffit de faire passer un questionnaire et dire, dans le cadre de l'utilisation de l'informatique des salles, quels sont vos besoins. Eh bien, les personnes que vous interrogez sont rarement capables d'énoncer des besoins. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui n'a jamais fait d'informatique va vous dire, eh bien, moi j'aimerais bien utiliser Twitter et savoir un tout petit peu comment on peut colliger les différents hashtags. Non, il ne connaît pas l'informatique. Donc vous voyez un peu l'opposition entre récolter des besoins, donc vous devez le faire, mais les traduire en problèmes.
problèmes qui vont demander une solution. Et attention, parfois la solution ne sera pas un projet de formation. Il arrive qu'il y a des problèmes dans des écoles qui se manifestent, et la solution, ce n'est pas du tout un programme de formation, c'est réarranger la salle des profs. Ah oui! Ou bien prévoir tel type de dispositif pour colliger les notes, etc., etc. Donc la solution des problèmes n'est pas toujours une formation, il faut avoir ça en tête. Mais en tout cas, il faut aussi récolter pas seulement les besoins, mais votre représentation de la situation attendue. Comment vous voyez, vous, que j'interroge, une amélioration de la situation? Et là, on est plutôt dans les « je souhaiterais »,« je voudrais ». Et le fait d'utiliser ce temps-là de la conjugaison dit bien que c'est une aspiration, mais la personne ne voit pas très bien comment y arriver. Et c'est de la rencontre entre la situation actuelle, il y a des choses qui ne vont pas, et la situation attendue, que vous allez pouvoir mettre en évidence des perspectives d'action qui seront plutôt. Donc, faites l'analyse des besoins, donc là ça rassure monsieur qui nous disait que son demande de faire, faites l'analyse, mais essayez de problématiser ça, et une fois que vous aurez problématisé ça avec les attentes des personnes, qui seront incertaines, je vous l'ai dit, ils ne peuvent pas s'exprimer sur des choses qu'ils ne connaissent pas, alors là, il y aura des représentations sur les actions. Alors, je vous donne de temps en temps des petites références utiles. Les personnes qui ont bien travaillé cette phase de problématisation, ça va plus loin que faire la liste des besoins. C'est transformer les besoins en problèmes qui vont demander des solutions. Les personnes n'arrivent pas toujours à expliquer le problème. Souvenez-vous de la métaphore du médecin, voilà. Et alors, la recherche de solutions, là vous voyez, on est dans la phase, entre la phase d'analyse et la phase de conception. On est à ce niveau-là, avec, moi je crois, un livre assez intéressant à consulter, le livre de Philippe Jonner, dont le titre est « De l'intention au projet ». Comment on va passer du projet intention au projet action, au projet programmatique, comme on dit dans le jargon. Alors les outils, puisque visiblement ça a fait une réaction, vous êtes en train de faire de l'analyse des besoins, on a toutes sortes d'outils. Oui, c'est vite fait des questionnaires. On met ça dans la boîte des profs, ils remplissent, ça revient. On peut atteindre des grands nombres, ça peut être anonyme, mais l'expression est quand même assez réduite. D'accord? Surtout si ce sont des échelles de Likert, pas du tout d'accord, tout à fait d'accord, etc. On peut faire des entrevues individuelles, mais là ça prend beaucoup de temps, mais c'est plus riche qualitativement. On peut faire alors, moi c'est ce que je préfère, des analyses en groupe. On réunit 5, 6, 7, 8 enseignants, pas plus, et on commence à parler de la situation, des problèmes, des perspectives d'action, etc., etc. Et là, vous ne devez pas acheter tous ces bouquins-là, c'est simplement pour vous dire, voilà une piste, si vous trouvez des choses. Vous savez, à l'heure actuelle, il suffit parfois de taper les mots-clés du titre pour trouver déjà plein d'informations sur Internet. Mais ici, Fernandez a proposé des outils par rapport à ça. Analyse des besoins de formation, vous en ressortez avec des problèmes. Vous allez faire appel à votre imagination pour essayer de résoudre les problèmes. Certains ont comparé cette phase-là avec une activité pédagogique qu'on appelle la démarche de résolution de problèmes. Là, je vous donne aussi une clé. Quand je parle de ça avec des enseignants, ils me disent « Bon, enfin, monsieur Lebras, des problèmes, j'en donne tout le temps à mes étudiants. » Et c'est quoi? Alors imaginez un prof de physique, soit une sphère de 1 kg qui se trouve sur un plat incliné de 30 degrés, elle n'a pas de vitesse initiale, calculée la vitesse en bas du plan. Ceci n'est pas un problème, c'est un exercice. Et un exercice, c'est une mini-situation dans laquelle on convoque une théorie pour le résoudre. En fait, un exercice, ça montre que la théorie tourne bien.
on exerce la théorie. Par contre, un problème, c'est une situation qui est comme une boule de nœud. On n'a pas la réponse, il n'y a pas de modèle. On doit essayer de trouver soi-même quelles sont les questions. Dans un exercice, ça se termine par une question, calculer la vitesse en bas du plan incliné. Dans un problème, il n'y a pas de question. Il y a une situation de problème, et c'est à vous de trouver les questions. Ça va? Donc ça, c'est des choses importantes. Alors, point rapide, l'idée de cohérence. Celle-là, vous la notez sur votre cahier, sur votre front, c'est celle qui doit vous piloter dans la phase d'imagination et de construction du projet. Alors, la cohérence, c'est ce que c'est. Alors, je vais les représenter comme ceci. Je n'ai pas trouvé ça tout seul, peut-être le dessin, oui, mais ça vient d'un pédagogue qui s'appelle Bix, B-I-2-G-S, et qui a analysé les situations pédagogiques et qui a dit très souvent on détecte des manques de cohérence. Cohérence entre les objectifs, ce que l'on vise, et n'oubliez pas, les objectifs, ce sont les solutions imaginées à un problème qui se pose. Vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est pas l'étudiant sera capable de... Non. C'est une réponse aux questions qui se posent suite à l'analyse du problème. Les objectifs cohérents avec les méthodes, cohérents avec les outils. Avec en brun ici autour l'évaluation, qui est l'évaluation des apprenants. Alors je vous donne un exemple à la fois d'incohérence-cohérence. Je travaille dans le conseil pédagogique, donc je commence toujours comme ça. Bonjour Monsieur Leroy, bonjour, comment allez-vous? Oui, vous êtes prof de chimie, oui. Alors, et donc vous enseignez, oui, la chimie organique de synthèse. Oui, mais vous savez, la chimie, ça va pour moi, c'est un chercheur. Mais dans les entreprises, on me dit de plus en plus que dans les laboratoires, les employés doivent travailler en équipe. Ah oui, certainement. Hein. Quand vous voyez les recherches au CERN sur le boson de Higgs, il y a des centaines de chercheurs qui travaillent ensemble. Enfin, qui fait ça, et qui est l'expert de ceci, ils travaillent ensemble. Et il dit, oui, dans les laboratoires, les gens doivent travailler en équipe, et moi j'aimerais bien apprendre ça à mes étudiants, et donc j'ai mis en place des travaux de groupe. Bon, on ne va pas discuter trop, mais disons, il y a une certaine cohérence entre l'objectif travailler en équipe et la méthode travailler en groupe. Voilà. Et tout de suite, moi, la question perfide, et comment vous allez évaluer ça? À l'examen, je vais leur donner 5 exercices de chimie et... Ah oui. Oui, d'accord, ça. La chimie, oui. Mais comment vous allez évaluer qu'ils ont progressé dans la compétence à travailler en équipe? Ah oui, mais ça, je ne sais pas faire. Hein. Moi, je suis prof de chimie, et vous pensez bien. Et là, vous voyez typiquement des mélanges d'incohérence-cohérence, une certaine cohérence entre les méthodes et l'objectif, une incohérence avec l'évaluation. Et ça, c'est un des drames de la notion de compétence, tout le monde en parle, mais c'est très difficile à former les gens aux compétences. Est-ce qu'on va leur faire un cours sur le travail en groupe? C'est très difficile à évaluer, etc. Donc, vous voyez, cette idée de cohérence est assez centrale, et c'est la question du pourquoi, du comment et du avec quoi, si on veut bien incorporer les outils technologiques. Alors, tu parlais de mon blog, vous allez là trouver plusieurs billets inspirés par M. John Bix sur j'enseigne printing, qui est quand même une question assez centrale. Si vous allez voir, vous verrez, il y a pas mal de vidéos qui montrent des situations d'apprenants en difficulté pour deviner les intentions du professeur et ces choses-là. Alors, j'ai déjà dit des tas de mots. J'ai parlé d'objectifs. L'étudiant sera capable de blablabla, un verbe. J'ai parlé de compétences. Alors, les compétences, elles se distinguent des objectifs parce qu'il y a un contexte d'application. Quand on est compétent, on sait utiliser des savoirs et des savoir-faire dans des contextes variés. Ce qui est très difficile à évaluer, parce qu'à l'école,
on évalue un ou deux contextes, et après l'étudiant va rencontrer plein de contextes différents. Donc c'est vraiment la notion qu'on appelle du transfert, hein, ce qu'on a appris à l'école par rapport aux situations de la vie courante. Et à l'heure actuelle, figurez-vous, quand moi je suis rentré en pédagogie, dans les années 80-85, je dis toujours entrer en pédagogie comme on entre dans les ordres, hein, un petit peu ça. On me parlait de la notion d'objectif, très important. En 95-95, on a parlé de la notion de compétence. Donc non seulement il fallait atteindre des objectifs du cours, mais il fallait que ça serve à quelque chose dans des contextes différents. Et à l'heure actuelle, patatras, l'Union européenne, enfin vous en foutez finalement, dit les notions d'objectifs, de compétences, c'est pas mal, mais maintenant, et c'est comme ça en Europe, les universités, les écoles supérieures, et ça va suivre, doivent préciser leur programme en termes de LOs. Et les LOs, ce sont les Learning Outcomes. Donc, c'est pas seulement ce que l'étudiant sera capable de faire. C'est pas seulement tester qu'il est capable de faire dans des contextes, mais c'est comment va-t-il démontrer qu'il a atteint cette compétence. Et c'est pour ça qu'on parle tellement à l'heure actuelle des portfolios, des développements des compétences professionnelles, etc. Ce que l'étudiant est capable de démontrer. Et c'est beau, vous savez. Vous savez que ça nous relie au compagnonnage. Mais oui, il y a 6, 7, 8 siècles d'ici, quand quelqu'un allait en formation chez un maître, comme vous venez à choper vos, il ne recevait pas à la fin un diplôme. Quand il allait sur le chantier d'une cathédrale et qu'on disait « Et qu'est-ce que vous savez faire, mon ami ?» Il ne disait pas « Attendez, ah oui, j'ai le diplôme de Monsieur Ruffier. » Non, il disait « Qu'est-ce que vous savez faire? Ça. » Et vous savez comment ça s'appelle? Ça. Le chef. Le mot chef-d'œuvre en français vient de cette pièce que les compagnons, artisans, etc., construisaient pour montrer leur compétence. Et donc, on en arrive à ces éléments-là, qui me paraissent très importants. Et dans un dispositif, vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Tout. Dans un dispositif pédagogique que vous allez construire, comment l'élève, l'étudiant, peu importe, le formé, va démontrer qu'il a acquis cette compétence. Et on en arrive très vite dans les situations problèmes, contextualisées, etc. Chapitre 2, les notions chapitre 2.1, les objectifs. Alors là, je vais aller très vite parce que faites l'histoire ancienne. Le bon vieux Bloom, Benjamin Bloom. Alors, quand on montre cette taxonomie, une taxonomie, ça veut dire une typologie, une construction de différents types d'objectifs éducatifs, cognitifs. On voit, il y a l'acquisition des connaissances, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse, l'évaluation. On peut rigoler tant qu'on veut, ça reste vrai. Ça reste vrai. Il y a une partie qui est un socle de connaissances, mais il ne suffit pas de connaître, il faut comprendre, il faut savoir appliquer, etc. Alors Bloom, voilà. Alors lui, c'est lui qui m'a expliqué la pédagogie en m'expliquant que les étudiants, je me souviens, donc c'est Jean-Marie de Quetel, un jour il m'a dit à peu près ceci: tu sais Marcel, les étudiants ne sont pas des particules élémentaires. Alors je vous explique pourquoi. Ça n'a pas l'air comme ça, mais dans une autre vie, avant de devenir pédagogue, j'étais physicien nucléaire. J'ai été formé ici au CERN à Genève. Et j'ai travaillé dans la physique nucléaire pendant tout un moment, et après, par les technologies, les logiciels éducatifs, etc., j'arrivais à la pédagogie. Et Jean-Marie, quand il m'a vu, m'a dit: les étudiants ne sont pas des particules élémentaires. Vouloir dire par là qu'on considère généralement dans notre petit cerveau intérieur qu'en préparant bien les choses, en donnant de bonnes ressources, de bonnes activités, tous les étudiants vont apprendre. Un peu comme si le programme de formation était un champ magnétique, et tous les étudiants
Bon, ça y est. Et on sait bien que c'est pas vrai. Oui, mais les enseignants dans leurs amphis pensent ça. Ils pensent qu'avec leur fluide magnétique, ça va passer directement entre leur cerveau et le cerveau des étudiants, et ils sont malheureux quand ils voient que ça ne fonctionne pas. Encore une fois, ils confondent enseigner et apprendre. Et donc là, on voit un peu toute la panoplie que vous allez devoir considérer dans vos projets de formation, qui sont des savoirs. Le théorème de Pythagore, les dates des grandes batailles et des événements historiques, que sais-je, les savoir-faire qui sont de différents registres, des savoir-faire physiques, des savoir-faire cognitifs et des savoir-faire cognitifs qui peuvent être divergents, trouver toutes les solutions possibles ou convergents qui se traduisent dans la synthèse, mais aussi les savoir-être et les savoirs-vécu, qui vont devenir fondamentaux. Parce que, souvenez-vous, là, je vous parlais des incivilités dans les auditoires. On est quand même bien par rapport à une société qui est très comme ça, on peut aller partout, tout le monde a accès à tout, etc. Ça va devenir très très compliqué. Je me souviens de ces vieilles personnes, je crois que ça devait être une grand-mère, elle n'avait pas beaucoup de livres, mais elle en avait un dans son terroir, Guide du savoir-vivre. Et je pense qu'on va devoir ressusciter, non pas le guide du savoir-vivre de 1920, mais le guide du savoir-vivre à l'époque d'Internet. Alors d'autres, et ça je vous encourage à aller voir, c'est assez intéressant, ça a l'air très compliqué comme ça, et malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps. Mais en gros, voyez-vous, ici, c'est les dimensions de Bloom. Ça touche aux activités. Alors je vous traduis. Remember, la mémorisation, Dostin, la compréhension, l'application, l'analyse, la création. On est dans le verbe. L'étudiant sera capable de citer. L'étudiant sera capable de résumer. On est dans le verbe. Et ce verbe, il s'applique sur des nominatifs. Les savoirs factuels, Marignan 1315, des savoirs conceptuels, le théorème de Pythagore, la taxonomie de Bloom, les savoirs procéduraux, comment est-ce qu'on fait pour extraire une racine carrée ou pour se repérer dans une ville, que sais-je, et les savoirs métacognitifs. Et ce qui est intéressant, voyez-vous, si je vous dis ça, c'est parce qu'en français, notre langue, le mot savoir est à la fois un verbe et un nominatif. Autrement dit, on peut savoir des savoirs, mais on peut savoir des savoir-faire. Je sais très bien comment on extrait une racine carrée, j'ai appris par cœur le mode d'emploi. Et tu l'as déjà fait? Ah non, jamais. On sait des savoir-faire, mais on n'est pas dans le savoir-faire. Et donc, vous voyez, à ce croisement entre les verbes et les nominatifs, on peut savoir des savoir-être. Moi, je connais très bien les règles de vie en société. Je peux même vous dire qu'il faut laisser la parole à d'autres, etc., etc. À part ça, il faut me voir en ligne, c'est un vrai Google. Et donc, vous voyez, on peut connaître des choses, savoir les réciter, sans savoir nécessairement les mettre dans des contextes. Et ça, c'est intéressant, cette taxonomie. Vous voyez combien c'est récent. On a parfois l'impression que je raconte des choses qui sont vieilles comme le monde. Elles sont toujours étudiées. La taxonomie solo, c'est aussi intéressant. Et là, ça pourrait vous aider pour, par exemple, quand vous demandez à des élèves, à des enfants, des étudiants, peu importe, des résumés de textes, ou bien une petite dissertation. Alors, je vous l'explique en 2 minutes. C'est très lacunaire. On parle de tout. Ou bien, dans le texte, il y a une idée. Dans le texte, il y a 4 idées. Mais elles sont 1, 2, 3, 4. Ou bien alors, il y a 4 idées, mais elles sont charpentées. Elles se répondent l'une l'autre. Ou bien, il y a 4 idées, elles sont charpentées, et elles correspondent à des modèles de compréhension.
vous voyez que dans le cadre de l'analyse d'un texte et qu'on doit évaluer, très souvent on a beaucoup de mal. Ben, ce genre d'outil permet de dire jusqu'à quel niveau l'élève a été dans sa production. Alors les compétences, je vous en ai parlé. Ce sont des savoir-faire qui s'appuient sur des savoirs dans des contextes différents. Il y a plein de définitions là-dessus. Les gens me disent « Ah, les pédagogues, ils disent tous des choses différentes. » En fait, ils disent tous la même chose, mais c'est important pour les papiers qui disent autrement. Mais en gros, c'est agir, mobiliser des connaissances, des ressources dans des situations problèmes, dans des situations. Et à part ça, les textes sont tout ça. Alors moi, j'en ai eu marre de tout ça, parce que j'aime bien aller le plus vite possible au but. Pour moi, les compétences, c'est les CCC. Ça, vous allez retenir facilement. C'est des contenus, des capacités. Capacité, c'est le verbe, hein, souvenez-vous, dans des contextes. Elle va dire, oui, mais nous, on est des presbytiques, à quoi ça nous sert? À ne pas vous orienter seulement sur des contenus, mais à savoir aussi planifier des savoir-faire, des capacités, des potentiels, et de les activer dans des contextes variés, différents, de la vie de tous les jours, de l'emploi, de la formation dans les classes, etc. Les CCC. Parfois, chez nous en Belgique, à un moment, on a eu des attentats terroristes, et le groupe s'appelait les cellules communistes combattantes. Alors il y en a qui croient que c'est ça dont je parle, ça n'a rien à voir. Des contenus, des capacités, des contextes, peu importe ce que vous faites avec ce que je vous ai raconté, mais quand vous allez me parler des objectifs de la formation, il faudrait que je vois les trois sources. En progression, hein, au début, il y aura peut-être des contenus, puis des contenus et des capacités, et puis des contenus, des capacités et des contextes. D'accord? L'idée de progression est évidemment aussi importante. Alors l'Europe, à l'heure actuelle, je vous l'ai dit, elle parle de lifelong learning, des competencies toute la vie durant, qui dit que, oui, les compétences, on ne peut pas dire à un moment donné que quelqu'un a atteint une compétence. Pourquoi? Parce qu'il va sans doute rencontrer un jour une situation de problème où il va avoir du mal. Parce que les contextes sont variés dans la notion de compétence. Et donc, ça veut dire que les compétences, elles se construisent, et ceux qui travaillent avec des petits poussés, des petites poussettes, je parlerai de ça tantôt, dans les classes, sachez que vous avez déjà un travail, qui n'est pas celui quand ils auront 15 ans de plus, hein, mais qui est déjà un travail d'amorce, de savoir travailler ensemble, de savoir faire une petite récitation. Et alors, à l'université, on dira, être capable de travailler en équipe, de communiquer et tout, mais c'est le même principe. Alors, je vais très vite là-dessus, simplement pour vous dire que j'analyse les décrets missions de l'enseignement secondaire en Belgique, les chartes des universités, des écoles supérieures, tous nous parlent des mêmes choses, la langue, les compétences scientifiques, les compétences numériques, les compétences sociales, le sens du projet de la créativité et la culture, l'intégration citoyenne, etc., etc. Alors, le risque, quand vous allez travailler par objectif, c'est que vous commencez à dire objectif 1, objectif 2, objectif 3, objectif 4, et que vous prépariez un module pour l'objectif 1, un module pour l'objectif 2, etc. C'est un peu ce que je montre ici, avec des choses, j'espère, pas trop compliquées, mais on a les notions de temps et d'espace. Avec ça, on peut créer la vitesse, on peut parler des vecteurs. En mettant la vitesse avec les vecteurs, on a la vitesse vectorielle, c'est-à-dire orientée, et puis on a le temps qui réintervient et on a l'accélération. Et la tendance dans un cours, c'est de dire, on va commencer par expliquer le temps, puis l'espace, puis la vitesse, puis les vecteurs, puis la vitesse vectorielle, puis l'accélération et puis l'accélération. C'est ce qu'on appelle le risque de saucissonnage. Saucisson, faites des tranches, et chaque tranche devient un module. En fait, on conseille dans les projets de formation de travailler dans une vue d'intégration.
C'est-à-dire, on voit les 3 premiers points et il y a un test de maîtrise de ces points-là. Ensuite, on rajoute les points 4 et 5, on arrive au concept, il y a un nouveau test. Et puis, on rajoute le dernier concept, il y a un test. Et vous voyez, on ne travaille pas avec des modules disjoints, mais les modules disjoints se regroupent au travers de situations problèmes, qui sont des situations d'intégration, qui permettent de savoir est-ce que l'étudiant connaît les éléments les uns après les autres, ou bien est-ce qu'il est capable de les intégrer dans une structure. Les méthodes. Alors, les méthodes, là, je commence généralement mes cours sur les méthodes en posant à mes étudiants la question « Qu'est-ce qu'apprendre ?» Et ils sont parfois un peu mal à l'aise, parce que, bien sûr, vous allez parler des méthodes. Les méthodes, c'est les recettes. Comment on va faire? Et vous arrivez avec une question « Qu'est-ce qu'apprendre ?» Alors moi, je dis « Comment voulez-vous parler de méthodes pédagogiques qui sont censées faire apprendre quelque chose à quelqu'un sans savoir comment fonctionne l'apprentissage. » C'est un peu comme si on sort là tout à l'heure, la voiture ne marche plus, et voilà notre ami là qui arrive. Attends, je vais regarder, ouvre le capot. Tiens, je ne savais pas si tu connais un moteur. Non, non, pas du tout. Parfois, les enseignants, c'est comme ça. Ils veulent agir sur le moteur, la méthode, ce qui leur permet d'enclencher l'acquisition des connaissances, et ils disent « Ah, mais moi, je ne suis pas pédagogue. Donc, les questions d'apprentissage, ça ne m'intéresse pas. » Mais les méthodes, elles sont là pour favoriser l'apprentissage. Et si vous voulez favoriser l'apprentissage, il faut savoir sur quoi vous allez agir pour favoriser l'apprentissage. Donc, les méthodes ne sont qu'un moyen, finalement, au service de favoriser. Alors, quand on regarde cette question-là, vous irez voir par vous-même. Attention aux yeux, ça va être terrible. Vous savez, dans les PowerPoint, il n'est pas conseillé de mettre plus d'une dizaine de lignes et 60, 70, 80 caractères par ligne. Ok, on y va. Voilà. Oui, mais j'ai mis en rouge ce qu'il fallait regarder. On voit que apprendre, c'est acquérir des connaissances, c'est comprendre, et on retrouve la taxonomie. Acquérir des faits et des méthodes, dégager du sens, percevoir des relations, interpréter, interagir, se développer personnellement. Et donc tout ça, c'est ce que le professeur va utiliser pour développer les objectifs dont nous avons parlé. Un modèle d'apprentissage. Alors certains qui veulent mettre beaucoup d'idées sans mettre autant de phrases, ils font des dessins. Et c'est fondamental. Ils nous disent, on apprend de toutes sortes de manières différentes. On apprend en écoutant, et là je m'insurge toujours assez violemment contre les gens qui disent que, j'exagère un petit peu, un exposé n'est pas une méthode. Ouais, on va se mettre d'accord. Est-ce que méthode active, ça veut dire on prend les chaises, on les regroupe, on va au tableau, on écrit, on bouge, on monte sur les tables, ou bien est-ce que l'activité aussi, c'est l'activité cognitive? Si c'est aussi l'activité cognitive, la chose que je fais maintenant, j'espère, si elle vous abrite un peu les neurones, vous êtes activé. D'accord? Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on apprend de toutes sortes de façons. Il y a des exposés, on apprend en imitant, on apprend en faisant, on apprend en découvrant, on apprend en créant, en expérimentant, en faisant des débats et en recevant de l'information. Et c'est fondamental d'alterner ces différentes étapes. Donc, l'importance de savoir quelques éléments du mécanisme d'apprentissage pour pouvoir l'activer. Alors, vous allez dire, et je suis d'accord avec vous, mais jusqu'ici, vous ne nous avez pas dit grand-chose. Eh bien, alors, je vais vous aider autrement
en essayant de vous montrer un modèle que j'ai développé pour développer des méthodes, que j'ai appelé modèle pragmatique d'apprentissage. Pourquoi? Parce que la connaissance de l'acte d'apprendre, c'est les sciences de l'éducation qui s'en occupent chez nous. La formation, ça se passe dans les instituts de formation de maîtres, ça se passe dans les écoles normales, et là, on a plus affaire à des didacticiens. Et entre les deux, ceux qui mettent en place des méthodes et ceux qui savent comment ça marche, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, j'ai proposé un modèle pragmatique d'apprentissage. Rassurez-vous, ce n'est pas en me levant un matin que je me suis dit comme ça. Ça a été développé en me basant sur les travaux de Piaget, le constructivisme, on ne va pas faire la leçon là-dessus, Vygotsky, le socio-constructivisme, Brunner, la contextualisation des apprentissages, etc. Et aussi une Khaldun, évidemment, que vous connaissez bien sûr. En français dans le texte, tout à fait. Alors ça, c'est assez génial, j'ai découvert ça récemment. Ibn Khaldun, vous voyez, 1332-1406 dans les dates de l'ère chrétienne. C'est vraiment fantastique. Il a écrit un livre qui s'appelle Muqaddimah, je veux dire en arabe l'introduction ou quelque chose comme ça. Et vous retrouvez dans ce texte des choses comme apprentissage collectif, résolution, co-apprentissage, support, concrétisation. Alors là, une anecdote, c'est toujours intéressant. Vous allez dire, certains pensent, mais comment savez-vous qu'il a dit ça? Parce que j'ai été voir dans les textes. Ah, vous avez été voir le Muqaddimah. Oui. Mais il était écrit en arabe. Et alors? Eh bien, j'ai trouvé une traduction. Et donc, je ne sais pas la qualité de la traduction. Mais c'était assez chouette parce qu'il y avait la traduction en français et les versets, les textes qui correspondaient. Et moi, j'ai fait sur le web copier l'arabe, coller dans mon Facebook. Est-ce qu'il y a des amis en Tunisie, Maroc, qui pourraient m'aider à voir la traduction de ceci et cela? 20 minutes après, j'avais 5 romanistes, profs de langue, etc., 12 gars du Tunis, de Sfax, qui me répondaient en disant la traduction dit ceci, pas peu, etc. Vous voyez un peu les technologies là, qui interfèrent avec les méthodes et qui sont aussi des méthodes d'investigation scientifique. Alors, le modèle. Alors, ça, c'est le modèle de Marcel, que j'explique, que j'ai déjà mis à la source des technologies, des méthodes actives. Alors, ce n'est pas un modèle science de l'éducation, parce que là, il fallait 5 heures pour l'expliquer. C'est un modèle très simple. Il a 5 composantes. Alors, la première composante, c'est l'information, les ressources, ce que l'étudiant va amener, ce que le professeur va amener, les articles de presse, les extraits d'émissions de télévision, tout ce qui concerne les ressources informationnelles. Les activités. Qu'est-ce que l'étudiant va faire avec les ressources? Est-ce qu'il va les lire? Est-ce qu'il va devoir en faire la synthèse et le présenter devant la classe? Est-ce qu'il va devoir faire un billet sur un blog avec ça? L'activité qui est centrale et la production. Et la production, rappelez-vous, dans mon esprit, c'est le chef. Comment l'étudiant va manifester que dans la production, il y a des interros, mais il y a des présentations en classe, mais il y a la réalisation d'un petit film vidéo, mais il y a la réalisation d'un poster, enfin... Ces 3 facteurs, c'est pas facile à retenir. C'est l'input, qu'est-ce que vous allez amener, les ressources, le processus, l'activité, processus de transformation, et finalement l'output, ce qui va en sortir. Avec 2 autres composantes qui sont la motivation. Ah oui, faites un cours de maths, c'est motivant votre truc. Mais monsieur, les mathématiques sont belles en soi, elles ne doivent pas être motivantes. Si.
À part pour ceux qui vont devenir mathématiciens, pour la plupart d'entre nous, les mathématiques ont une fonction d'outil. La contextualisation est probablement un des points les plus importants. Quand on fait un exposé, ce que je fais maintenant, quand on écrit des notes de cours, quand on crée des pages web, on essaie toujours de décontextualiser, de donner des règles, des invariants, etc. Pourtant, dans le processus d'enseignement, il faut ramener les anecdotes, les cas particuliers, etc., qui donnent vie, qui donnent la chair ou squelette, si vous voulez, de la théorie. Et l'interaction, parce que pour apprendre, on a besoin de se confronter, on a besoin d'interagir avec des outils, avec des humains, avec les autres apprenants, avec l'enseignant, etc. 5 facteurs. Eh bien, moi, je vous demande ceci. Dans le travail que vous allez faire, et vous êtes en phase d'imagination, de conception, quand vous aurez écrit, dites-vous, qu'est-ce que j'ai mis comme ressources? Alors là, ça va aller tout seul. Les profs, généralement, des ressources, ils en ont. Quand on regarde les sites web, les livres, plein de ressources. Les activités, ça va être plus difficile. Les productions, on n'a pas trop le temps. Et si on est sur Internet, c'est quand même, quoi qu'on en dise, difficile de faire des productions. Sauf des billets, des commentaires, etc. Qu'est-ce que vous allez mettre en motivé? Qu'est-ce que vous allez mettre comme paramètre d'interaction? Eh bien, posez-vous ces 5 questions, essayez de les remplir au mieux et votre dispositif tiendra mieux la route. En réfléchissant toujours à cette boucle ici, qui est une boucle de rétroaction et qui dit que ce qu'on a acquis dans un module pourrait être exploité dans un module ultérieur, etc. On est en plein hypothèse constructiviste, socio-constructiviste. Ok. Alors les méthodes actives, je vais très vite. Quand on parle des méthodes actives, effectivement, on en parle beaucoup, on ne définit pas beaucoup. Pour moi, les méthodes actives, ce sont des méthodes qui parlent d'un contexte de vie, contexte culturel, contexte quotidien, pour les plus grands contextes de recherche, d'entreprise, etc. Elles offrent un large éventail de ressources, c'est-à-dire qu'il y a des textes, il y a des vidéos, il y a des exercices, etc. On exerce des compétences de haut niveau, analyse, synthèse, communication. On se base sur des interactions et on produit quelque chose. Et les mots-clés sont situation concrète, approche problème, avec des problèmes différents. On ne donne pas les mêmes problèmes à des enfants de 7-8 ans ou à 21 ans, mais on peut donner des problèmes. Et c'est intéressant parce que les enfants aiment ça généralement. Ces porteurs de défis, ce sont des instanciations de compétences parce que quand on a su le faire, on est fier de ce qu'on a fait. Donc il y a des éléments de motivation. Les informations concrètes, vous exploitez déjà les revues, les journaux, les clips télévision, etc. L'esprit critique, analyse, argument de synthèse, comme je l'ai dit, avec une gradation au travers des âges, travaux de groupe, réseaux sociaux, et finalement la production, tâche, projet, chef-d'œuvre. À ne pas confondre le projet des étudiants dans votre projet pédagogique, l'évaluation des étudiants et l'évaluation du projet. Ok, alors ici je vais très vite. Pour ceux qui seraient intéressés, parce que c'est vrai, j'ai cité des vieux monsieur, Jean Piaget, je le vois bien connu, c'est quand même Vygotsky, Brunner, Pinkaldoun, 6 siècles. Lui, là, toujours vivant, il est environ comme ça, parce que généralement sur Internet on met une photo quand on était plus jeune. Bon. George Siemens, tapez ces mots-là, connectivisme, c'est quelqu'un qui a essayé d'appliquer les théories de Piaget, de Vygotsky, de Brunner à l'ère numérique. C'est très intéressant, parce que finalement il n'a rien inventé du tout, c'est pas une nouvelle théorie, mais il l'adapte au fait
la rapidité des connaissances, les compétences souhaitées, l'apprentissage informel, dont j'ai parlé, le processus continu d'apprentissage. Vous savez que les technologies sont en train de changer notre cerveau. Si. Et il y en a, ils sont inquiets. On voit ça, les personnes qui utilisent beaucoup Google, il paraît que les zones qu'elles activent préférentiellement dans le cerveau ne sont pas mêmes que celles qui sont analytiques. Mais c'est partout, c'est vieux ça. Vous savez que les psychologues ont fait des recherches, il y a 40 ans, sur les cerveaux des chauffeurs de taxi à Londres. Et ils ont montré que ces gens-là activaient des zones du cerveau que la plupart des humains n'activaient pas. Oui, nous, on dit, je suis à Lausanne, je suis un peu perdu, alors je dois prendre la troisième à droite. Ah oui, c'est là. Oui, mais un chauffeur de taxi, il doit avoir une vue globale, hein, parce que s'il y a un embouteillage là, il va tout de suite penser à faire un autre chemin. Notre cerveau, il n'est pas créé une fois pour toutes, il n'arrête pas d'évoluer. Le cerveau de quelqu'un du néolithique, vous savez qu'il était le même pratiquement que le nôtre, mais les zones qui étaient activées étaient tout à fait différentes. Il y a des zones à cause de l'Internet qui vont s'activer moins, des zones qui vont s'activer plus. Regardez l'évolution, ensuite vous connaissez, de Science et Vie. C'est une petite revue. Regardez à Science et Vie il y a 20 ans, où on avait 3 colonnes de texte avec de temps en temps une image. Et maintenant, quand vous avez Science et Vie, vous avez une infographie sur les 2 pages avec du texte qui flotte tout autour. Ce n'est pas qu'Internet. La manière dont l'information nous arrive change, et donc les moyens d'appréhension de ces connaissances changent aussi. Et c'est pas la peine de dire, moi j'aime pas les dessins d'anciens, on s'en fout. C'est notre culture qui est en train de changer, et l'école est le lieu d'écolage des enfants pour la société. Et donc, on doit essayer de leur donner un manuel de survie dans la société. Alors, la formation, vous m'avez compris, former, c'est donner des occasions pour apprendre. Je ne suis pas le premier à dire ça. Albert l'avait déjà dit, Einstein. Je ne donne pas, j'enseigne pas à mes élèves, je leur donne des occasions d'apprendre. Et alors, je vous conseille de lire, et j'y arrive, Petit Poucet et Petite Poussette de Michel Serres. Vous tapez ça dans Google, Poucet, Poussette, Michel Serres. Alors pourquoi Poucet, Poussette? Alors je vous le fais. Ceci est mon DSL, d'accord? Ce sont ces jeunes qui ont l'air de s'agiter comme ça avec leurs pouces, Poucet, Poussette, tandis que moi, avec mon DSL, d'accord? Changement d'usage. Et là, lisez ce texte. Michel Serres termine à peu près en disant cela. Ça va, la personne de vous? Arrêtez de transmettre, tout est transmis. Il veut dire par là que, oui, il y a été une époque, le livre était rare, il fallait créer des ressources. Moi, je vois en France, dans tous les instituts numériques, on développe des ressources avec des coupes de cellules, etc. Mais il y en a 350 sur Internet, quoi. Alors, de temps en temps, bien sûr, il faut spécifier, on est d'accord, mais quand même, on a intérêt à aller voir qu'est-ce qu'on trouve. Alors, le modèle, le dispositif, modèle d'apprentissage, le dispositif arrive autour, c'est ça que vous allez construire, avec des contextes, des ressources, des méthodes, des acteurs et des finalités. Je veux dire par là, regardez le geste, que le dispositif, c'est ce que vous mettez autour des apprenants pour qu'ils puissent apprendre à l'intérieur. Alors là, c'est un petit outil que je vous donne, si vous voulez l'utiliser, les contextes, les ressources, les méthodes, les acteurs, les finalités, et comment les méthodes vont-elles motiver, comment les contextes vont-ils motiver, comment les ressources, l'activité dans des contextes, l'activité sur des ressources, l'activité par les méthodes, l'interaction, est-ce que c'est seulement une méthode, ou l'interaction c'est aussi une ressource, etc. C'est un tableau qui est là pour se poser des questions à l'intersection entre les facteurs d'apprentissage et les éléments du dispositif. Comment vous allez agir
sur les facteurs d'apprentissage par votre dispositif. Comment vous allez agir de l'extérieur? Parce que de l'intérieur, vous ne savez pas faire. Vous ne pouvez pas forcer l'apprentissage. Alors, dispositif pour atteindre des compétences, c'est un peu la synthèse de ce que j'ai dit. Alors, deux questions que je pose très fort, c'est, on parle beaucoup des compétences. Souvenez-vous de ce professeur de chimie qui voulait faire apprendre, qui voulait enseigner le travail d'équipe et qui disait, moi je ne suis pas compétent là-dedans. La question de la formation des étudiants, des élèves au travail de groupe. Suffit-il de dire, j'aimerais bien développer votre compétence en travail d'équipe, eh bien je vais vous donner une petite tâche, essayez de me trouver 5 éléments pour motiver les élèves avec les technologies. Allez, travaillez. Je vais fumer une cigarette, je reviens tout de suite. Ben non. Je crois que le learning by doing, c'est-à-dire les mettre en condition d'apprendre en le faisant, c'est bien, hein? Mais est-ce que je ne devrais pas un peu les initier progressivement en travail d'équipe enseignant à comment est-ce qu'on travaille en équipe? Il y a des tas de bouquins là-dessus. Et donc je dis, attention, il y a des savoirs sur les savoir-faire. Il y a des bouquins qui ont été écrits sur la communication, sur développer l'esprit critique. Donc il y a des savoirs sur ces compétences. Et je pense qu'il ne suffit pas de mettre l'étudiant en condition d'exercice de compétences pour qu'il l'acquiert. Il faut prévoir, je pense, des éléments avant et surtout des éléments après l'activité pour qu'il puisse s'approprier les activités qui se sont passées dans le travail de groupe, la recherche documentaire, etc. Hein, de manière plus fine, on dirait, là, il s'agit d'une opération de réflexivité qui doit avoir lieu pour que la compétence s'installe réellement. Alors, les ressources et les outils, je vais aller très vite là-dessus. J'allais dire que ce n'est pas mon domaine, donc c'était pas le but vraiment aujourd'hui de parler de ça, mais quand même quelques éléments. Alors, encore une fois, hein, en 1 heure, 15, 1 heure et demie, je ne peux pas tout vous dire. Je vous donne une clé. On essaie, et je pense à raison, hein, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, c'est dans l'usage, d'introduire le numérique dans les écoles, dans les universités, etc. Quand on fait les analyses, parce que c'est intéressant, des impacts de ces technologies, c'est très souvent très décevant. Je n'ai pas, et pourtant je fais ce métier depuis 30 ans, de preuves probantes, scientifiques, à vous donner comme quoi les technologies améliorent l'apprentissage des étudiants. Vous blaguez ou quoi? J'ai dit que les technologies améliorent l'apprentissage des étudiants. Les gens font des recherches. Alors, je vous donne un exemple. Voilà, chers étudiants, nous allons commencer donc notre 3e cours d'espagnol. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le groupe va travailler suivant 2 modalités. Vous ici, pas de chance, hein, les gars, vous allez continuer à avoir cours avec moi, vous savez, les papiers que je distribue, les tableaux et tout. Et vous, heureux élus, vous allez avoir un CD-ROM interactif à vidéo intégrée et reconnaissance automatique de la parole, et vous allez travailler en autonomie et vous allez apprendre. Et ensuite, on fait des tests et on regarde par rapport à un pré-test si ce groupe-là a évolué plus que ça. Eh bien, la plupart des recherches disent non. Non. Alors les gens sont malheureux, mais je dis, mais c'est fantastique, parce que bien souvent, les collègues disent, vous verrez, avec toutes ces méthodes actives et ces technologies, ces étudiants-là, ils ne sauront plus rien du tout. Pas de différence. Ça veut dire qu'ils en savent tout autant. Par contre, ceux qui avaient dit les technologies, c'est fantastique, ça va révolutionner, ben non, on n'a pas vu l'effet révolutionnaire non plus. Et l'explication de ça, elle est très simple. C'est que généralement, on met derrière les méthodes actives et derrière les technologies des compétences de haut niveau
accéder à la culture numérique, à l'esprit critique, au travail d'équipe, à la communication. Mais lors de l'évaluation, on n'évalue que les connaissances. Et donc, quelque part, on dit les connaissances sont les mêmes dans les deux groupes, mais peut-être bien que ce groupe-là a appris des compétences supplémentaires, mais qu'on n'a pas évaluées. Et ça, c'est l'effet que j'appelle, hélas, fossilisation des pratiques, qui est que, avec les nouvelles technologies ou les méthodes pédagogiques, un peu moins, on a tendance à refaire ce qu'on faisait par le passé. Quand vous voyez des grandes structures comme le MIT, qu'est-ce qu'ils ont fait sur IQ New? Ils ont filmé des cours en présentiel, vous en avez vu un, et ils filment ça sur Internet. Et ils disent, voilà les usages d'Internet, c'est fantastique, on peut partager. Mais j'en connais beaucoup. Est-ce que vous pensez réellement que c'est parce que le prof est en chair et en os comme moi maintenant, ou bien que vous allez regarder ma vidéo, où vous allez pouvoir arrêter, revenir en arrière, noter, que c'est là que ça va changer l'apprentissage. Et donc, encore une fois, si on veut que les technologies changent l'apprentissage, il y a une condition, c'est que les méthodes changent en même temps. Et je résume ça par ma métaphore de l'aspirateur, que tout le monde connaît évidemment ici, qui est un dessin que j'ai fait faire à un humoriste. Alors, je vous explique la clé. Vous avez ici un professeur traditionnel qui utilise des outils traditionnels. Vous avez ici un professeur innovant qui utilise des nouveaux outils. Le seul problème, c'est que le professeur qui utilise le nouvel outil aspirateur, il l'utilise comme ça. Et rire, c'est toujours une très bonne chose, je ris d'ailleurs avec vous, mais dans 80% des usages technologiques, c'est ça. On refait du magistral, du présentiel en ligne. On redonne des exercices en ligne. Si on n'a pas l'imagination, ben, on ne va pas vraiment évoluer dans les impacts. Je dis bien les impacts des outils. Autrement dit, quand des étudiants nous disent « Monsieur, j'aimerais bien étudier l'impact du CD-ROM sur l'apprentissage », c'est pas la peine, mon petit gars, tu ne trouveras rien. Parce que ce n'est pas le CD-ROM qui a un impact sur l'apprentissage. C'est la manière dont le professeur va utiliser le CD-ROM. Et donc l'outil, il est là, oui, il est là, mais c'est surtout la manière dont le prof va l'utiliser qui est intéressante. Alors ça, figurez-vous qu'un concitoyen, Georges Remy alias Hergé, l'auteur de Tintin, a piqué mon idée. Puisque vous avez l'image qui est là. Alors le LSD, c'est très connu dans la littérature, ça veut dire No Significant Difference. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, quand on compare des situations avec, sans technologie, malheureusement, on ne voit pas beaucoup de différence. Et c'est parce qu'on n'étudie pas assez les usages de l'enseignant. Qu'est-ce qu'il fait? Dans votre dispositif de formation, il ne suffira pas de dire « Je vais utiliser le CD-ROM à du goût ». Comment allez-vous l'utiliser? Qu'est-ce que vos élèves vont faire? Qu'est-ce que vous leur demandez de faire? Quelle est la trace qu'ils vont produire de leurs apprentissages? L'apprentissage n'est pas soluble dans les technologies. Ça va? C'est fondamental. Alors, je résume la pensée. D'un côté, à votre gauche, technologie, à votre droite, pédagogie. Tout le monde est convaincu que les technologies peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité des apprentissages. Vous connaissez tous les discours. Le gros problème, c'est que pour qu'il y ait impact des technologies, c'est-à-dire ce qu'on appelle une valeur ajoutée, quelque chose en plus, eh bien, il faut que la pédagogie change. Et là, on est typiquement dans un problème systémique qui n'est pas causal, si vous voulez. Ce n'est pas le fait de mettre la technologie dans un univers pédagogique qui va améliorer l'apprentissage, mais il faut aussi que l'univers pédagogique lui-même change pour qu'il y ait un impact. Et donc, on a là une belle boucle de systémicité
qui est très résistante même à l'analyse des plus brillants chercheurs, parce que c'est multicausal, c'est multifactoriel, il y a l'outil, il y a les usages, il y a la perception des enseignants par rapport aux outils, la perception des étudiants par rapport aux outils, le type d'objectif. On ne réussit pas à faire tous les objectifs avec de la technologie, pas plus qu'avec les méthodes actives, etc., etc. Et donc on a un champ de recherche énorme, et j'ai envie de dire, pour me dédouaner, très récent. Les recherches sur les technologies éducatives, les vraies, ça commence il y a 15-20 ans. Et ce qui est curieux, nom d'une pipe, c'est qu'on demande aux technologies et aux méthodes actives de faire leur preuve d'impact sur les apprentissages, alors qu'on n'en demande pas tout autant pour l'enseignement traditionnel. Ah oui, les pourvoyeurs, les politiques, les recteurs, les présidents disent et vous allez me prouver vos impacts avec vos technologies et vos réseaux et tout. Et moi je leur retourne, oui, quand vous aurez fini d'analyser l'impact des méthodes traditionnelles sur ça va? Et donc il faut considérer les deux. Je ne suis pas ici dans la polémique pure et dure, je dis simplement qu'il faut trouver des bons compromis entre tout ça. La littérature est d'accord là-dessus. Les technologies ont de l'impact quand la pédagogie est de bonne qualité. Je vous donne ici des exemples d'enquêtes, d'évaluations que l'on peut faire sur, si vous utilisez les technologies, sur quoi allez-vous agir? La variété des ressources, développer les interactions, proposer d'autres activités, produire des signes, mettre des moyens d'auto-évaluation à disposition. Et donc, sachez bien ce que vous voulez faire dans votre dispositif. Cette petite grille peut vous y aider. Évaluation des apprenants. Eh bien, voilà, le directeur qui dit les scores sont en production, les scores sont très bien en production de texte, 82% de réussite. Oui, c'était très simplifié cette année. Peux-tu écrire ton nom? Réponds oui ou non. Et donc, évidemment, évaluation des apprenants, on peut faire jongler les chiffres assez facilement, les exigences par rapport à tout ça, ce sont des questions que l'on se pose. Alors, l'évaluation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'évaluation, on peut dire que c'est jugé, on peut dire que c'est sanctionné, on peut dire que c'est certifié. Je dis, l'évaluation, elle est là pour faire progresser. Et en anglais, il est écrit, le but de l'évaluation, ce n'est pas de certifier, mais d'améliorer. Et donc, vous connaissez le débat, on est dans l'évaluation formative, certificative, etc. Un processus d'adéquation entre ce que vous observez chez les élèves et ce que vous vous étiez donné comme objectif. Et donc, c'est la confrontation entre ce que les étudiants arrivent à faire et ce que vous attendiez, qui est l'évaluation, c'est-à-dire la mise en rapport, vous savez bien, des critères et des indicateurs, les critères qui découlent des objectifs et les indicateurs qui proviennent du travail qu'ont fait les étudiants. Alors, vous avez ici une petite distinction entre le formatif et le certificatif, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. La place de l'évaluation me paraît importante. Dans l'analyse des besoins de formation, vous déterminez des objectifs et vous allez mettre en place un processus pour que vos élèves atteignent les objectifs. On est bien d'accord. La formation est vue comme la solution du problème identifié. Les étudiants vont arriver à un certain résultat qui n'est pas seulement 17 sur 20. Ça peut être une présentation, une communication, un poster, une exposition, un colloque, que sais-je. Et l'évaluation, c'est strictement comparer ce à quoi vous vouliez arriver avec ce à quoi les étudiants sont arrivés. Donc l'importance des critères qui découlent des objectifs. Comment saurais-je que les étudiants ont atteint les objectifs? Et des indicateurs
qui sont présents dans les travaux des étudiants qui ne sont pas présents d'ailleurs. Alors, l'évaluation, elle peut se faire sur les connaissances, elle peut se faire sur les compétences dans des réalisations, mais elle peut aussi se faire par les perceptions des étudiants. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose? Vous allez me dire, c'est très subjectif. Ben oui, l'apprentissage est quelque chose de subjectif. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut remplacer les évaluations objectives par les subjectives, je suis en train de vous dire qu'elles convergent à donner un tableau de l'atteinte de ces objectifs. Alors, il existe, et ça, vous pourrez consulter après, il existe différents outils, les QCM, les travaux, les exposés oraux, que sais-je, et chacun a des vertus pour évaluer des savoirs, des savoir-faire, des savoirs de dire, des savoir-être. On n'évalue pas des savoir-être avec un QCM. D'accord? On n'évalue pas des savoirs à partir d'un poster. Un petit peu, mais dans un poster, on va essayer d'évaluer autre chose que les savoirs des étudiants. L'évaluation du dispositif, je termine par ça. Ça, c'est la chose que les formateurs ont du mal à faire. C'est d'évaluer, c'est l'opération de regarder derrière soi. Voilà le cheminement que j'ai mis en place. Comment, moi, je vais avoir des informations pour dire que ma formation a bien fonctionné. Pour me dire qu'est-ce que je vais devoir améliorer. Qu'est-ce que je vais devoir changer. Quelle stratégie je vais adopter l'année prochaine. Et donc, de nouveau, ça vous trouvez dans le bouquin sur l'e-learning. L'important, voyez-vous, c'est vraiment de confronter les résultats des étudiants, les résultats du processus d'apprentissage avec les objectifs. Alors là, attention. J'ai donné dans ma vie des formations. Je donne un exemple. Formation au BASIC. Objectif. Que mes étudiants sortent de la formation, le BASIC, c'est un langage de programmation. Je veux que mes étudiants sortent avec une connaissance du langage BASIC. Je mets en place une belle formation, avec du co-apprentissage, des solutions aux problèmes, etc. Il y a une parfaite cohérence entre les objectifs et les résultats. Les gens qui sortaient de mes cours, ils savaient programmer en BASIC. Et quand ils retournaient sur le terrain, ils n'en faisaient rien. C'était une formation qui en interne fonctionnait bien, les gens étaient contents, ils avaient appris des tas de choses, le café était bon, l'animateur était terrible, donc il y avait une bonne cohérence interne, ils sortaient en sachant faire des choses et ils avaient l'impression d'être compétents. Génial. Et quand ils retournaient sur le terrain, là où la situation problème est née, ils ne savaient pas. Donc dans votre formation, vous formez des gens qui vont retourner dans leurs institutions, et ce serait comme ils disaient, la formation ici à HEP, c'était vraiment chouette, on a trouvé des choses excellentes, et ils retournent sur le terrain, ils ne savent pas transférer. Et donc ça, c'est une question importante qui relie le dispositif de formation avec les effets attendus sur le terrain. Donc une formation peut être excellente, cohérente, bien évaluée et tout, mais n'a pas d'impact sur le terrain. C'est la pire des choses, ça. Et donc, vous voyez, l'évaluation du dispositif dans son entier, vous le savez bien, c'est aussi l'évaluation du transfert et qu'est-ce qui va se passer dans les institutions après la formation. Alors, il existe toutes sortes d'outils pour évaluer les formations, les dispositifs. Ça, vous en aurez sans doute même ici, où vous pourrez évaluer la qualité de la formation reçue. Et ça se présente généralement comme ça. On a différents critères. Et on voit, là, c'est très très bon, pas terrible, vraiment mauvais.
Et on voit tout de suite qu'il y a des critères qui sont moins bien suivis et ça permet de donner un diagnostic sur la formation et de faire du pilotage de formation, c'est-à-dire d'améliorer les années ultérieures, etc., etc. Je termine avec les tambours et les trompettes. Voilà quelques livres que j'ai écrits récemment. Un livre qui est plus sur les technologies, un livre qui est plus sur les théories et méthodes d'apprentissage, et le petit dernier sur les dispositifs de formation. Vous aurez aussi des références sur l'évaluation des dispositifs, de l'impact des technologies, etc. Et je vous remercie pour votre attention.